Maintenant, j'appelle, j'espère qu'elles sont bien là, donc les personnes qui doivent parler de l'œuvre de Marcel Kahn du Musée d'Art moderne de Strasbourg. Voilà, donc c'est la prochaine conférence. Donc, j'appelle donc Barbara Forest. Voilà, je ne vous connaissais pas, conservatrice en chef, responsable des collections du Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg. Pauline Élou de la Grandière, diplômée en 2005 de l'Institut national du patrimoine dans la section couche picturale, future doctorante, oui. Voilà, et spécialiste de la restauration de l'œuvre de Pierre Soulages. Et Chiara Bianchi, diplômée en 2021 du master de l'ENSAV, École nationale supérieure d'art visuel de la Cambre, section peinture, où elle enseigne actuellement en tant qu'assistante en sciences appliquées au patrimoine. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Je vais commencer cette communication par une description du contexte de la restauration et par donner quelques éléments sur l'artiste et sur l'histoire de l'œuvre. Et Pauline et Chiara vont prendre le relais pour vous parler évidemment des aspects de la conservation-restauration. Alors, nous avons intitulé la communication « Conserver ou supprimer ». Déontologie et défis techniques posés par la restauration de tension verticale, donc, que vous voyez à l'écran. Évidemment, ça peut paraître un peu incongru de se dire que l'on va peut-être conserver des tâches, et pourtant, c'est ce à quoi nous a mené ce projet de restauration. Et si la prudence et le doute ne nous ont pas quittés, hein, ainsi que les principes de réversibilité, de lisibilité et de compatibilité, nous nous sommes surtout arrimés à une phrase de l'artiste qui nous a guidés et conduits hein, dans ce projet. Alors, j'espère... Ah, c'est bon, pardon. Qui nous a guidés hein, tout au long de nos réflexions. Je cherche le tableau en le peignant et vous voyez là Marcel Kahn dans son atelier. Et puis vous voyez aussi, parce que je vais commencer par vous donner quand même quelques informations aussi sur l'artiste, Marcel Kahn a participé en fait hein, dès les années 20 au développement de l'abstraction géométrique en France, mais surtout après la guerre, mais avant même la guerre, dans les années 20, et là on la voit, hein, c'est une photographie de groupe qui date des années 20, on la voit à côté de Harpe, Harpe, un autre Strasbourgeois hein, avec qui, évidemment, elle partageait une grande amitié. Mais sur cette photo, on voit aussi hein, les plus grands noms de l'abstraction, Mondrian et, au second rang, Michel Seuphor, artiste et critique, hein, qui va beaucoup soutenir le travail de Marcel Kahn également sur la photo, ainsi que Kandinsky, tout à fait à la droite. Et pourtant, cet artiste n'aura pas rencontré le succès commercial et ses conditions de vie vont rester assez précaires, hein, limitées par une santé fragile et une vue défaillante. Mais elle va toujours continuer à travailler toute sa vie avec les moyens et les matériaux peu coûteux qu'elle trouvera à disposition. En 61, donc, hein, elle crée Tension verticale. Cette œuvre, en fait, hein, fait partie d'une série amorcée dans les années 50, intitulée Les tableaux reliefs. Il va être exposé dès 1964 à la galerie Bellechasse, à Paris. Il va également figurer dans l'exposition itinérante. Oui, pardon, j'ai oublié ce détail qui est évidemment important. Le tableau a été acheté dès 1965 par la ville de Strasbourg sur les conseils de Harpe. Et donc, c'est la première œuvre à intégrer les collections publiques. Donc, ce tableau figure ensuite dans l'exposition itinérante organisée par le CNAP de 72 à 74. C'est une expo hein, qui va être montrée dans plusieurs villes de France et dont le commissariat a été assuré par Daniel Abadi. Et puis enfin, c'est aussi ce qui nous a amené aujourd'hui une grande rétrospective entre 2022 et 2023 de l'artiste, une coproduite par les musées de Strasbourg, de Saint-Étienne et de Rennes, puisque ces trois musées font partie de la dizaine de musées français
qui conserve des collections de l'artiste, dont le musée de Grenoble d'ailleurs. Alors, je n'ai pas eu le temps de vérifier si l'œuvre était exposée en ce moment, mais je vous invite à aller la voir si c'est le cas. Voilà une petite photo de l'entrée de l'exposition qui s'appelait donc « En quête d'espace ». Alors, cette restauration, c'est à l'occasion de cette rétrospective qu'on a voulu restaurer l'œuvre. Il y avait deux types d'altérations majeures. Les taches qui gênaient vraiment l'appréciation de la surface. Vous voyez quelques détails de ces taches brunâtres, ou les riches variations de blanc virées plutôt au brun. Et puis la surface très instable et très lacunaire des baguettes au pourtour. Et puis on espérait également que la technique soit un peu plus précise, puisque jusqu'à présent, sur nos cartels, on indiquait gouache sur bois, ce qui nous paraissait évidemment un petit peu léger. Alors cette restauration, elle s'inscrivait dans un plan pluriannuel de restauration qu'on a mené entre 2020 et 2022. Plusieurs œuvres n'avaient encore jamais été exposées du fait de leur mauvais état. Je pense notamment à cette œuvre très marquée par Cézanne à gauche, ce nu de dos, mais également l'œuvre puriste Les Chevaux, ou cette œuvre plus abstraite, et déjà abstraite, en hommage à Theo van Doesburg. Je vous montre aussi des œuvres, ce qu'on appelle les spatiaux, donc qui datent plutôt de la fin des années 60 et 70. Il y en avait plusieurs dans l'exposition. Et si je vous le montre, c'est aussi pour souligner le fait que le passage de la 2 dimensions à la 3 dimensions, à la 3e dimension, est déjà en gestation dans Tension verticale. Donc, Chiara y reviendra tout à l'heure, mais ça, c'est aussi important sur cette question du relief. Et puis, il y avait quelques items qu'on n'a pas restaurés, qu'on a évidemment montrés, mais alors, si on ne les a pas restaurés, c'était aussi parce qu'on ne savait pas trop, malgré nos recherches documentaires, on était un peu en peine de savoir à quelle étape de création ils correspondaient. On ne savait pas trop si c'était des études, si c'était des œuvres inachevées, si c'était des œuvres ratées, et donc faute de documentation supplémentaire, on n'a pas engagé de restauration. Oui, je tiens aussi à préciser que Marcel Kahn s'est très peu exprimé, a très peu écrit sur son travail, enfin, elle n'a même jamais écrit sur son travail, elle n'a jamais abordé les questions de technique et de matériaux qu'elle utilisait, et les critiques, pourtant nombreux, n'ont pas non plus insisté sur cette dimension. Là, vous voyez quelques œuvres de ce corpus, donc on appelle les tableaux reliefs, puisque le tableau fait partie de cette série des tableaux reliefs, avec quelques vues d'exposition. Bon, ce que nous avions déjà remarqué pendant nos recherches, en observant les visuels des catalogues et les ouvrages, c'est-à-dire qu'il y avait une grande variété d'effets de surface. Alors, cette expo, ça nous a permis effectivement de confirmer cette première, on va dire, intuition, puisque là, on pouvait voir des tableaux venus de France, mais aussi du Portugal et de la Suisse, qu'on n'avait pas encore pu voir. Alors, ces variations, elles s'expliquent par le jeu des variations qu'entretient l'artiste elle-même, mais il y avait malheureusement aussi des causes un peu moins glorieuses. On s'est rendu compte que l'artiste, en fait, en mauvaise santé, avait délégué la fabrication de certaines de ses œuvres entre 62 et 67, et elle les avait signées, mais que pour distinguer ces œuvres qu'on voit en fait en haut à droite, les deux œuvres en haut à droite, pour les distinguer de sa texture, de ses effets de surface, avait justement volontairement laissé faire l'assistant à produire une surface très lisse, voire très mécanique. Donc vous pouvez imaginer que, évidemment, la suspicion aussi de faux et de mauvaise restauration induite par l'existence de ces tableaux ne nous a pas facilité la tâche, si j'ose dire. Donc, nous avons sollicité 2 restauratrices peinture pour deviser les interventions. Je passe à cette chronologie, pour y voir évidemment un peu plus clair, parce qu'on était un peu démunis face à ces tâches. Donc le passage en commission et les échanges fructueux qui ont eu lieu à ce moment-là nous ont cependant conduit à revoir notre méthode, même si le temps jouait un peu contre nous, puisque l'échéance de l'exposition, c'était avril 2022. Parce qu'on s'est évidemment rendu compte qu'il fallait absolument
avoir une étude plus détaillée sur la stratigraphie et la nature des tâches. Donc on a aussi, suivant les conseils de la commission, nous adresser plutôt à des restauratrices spécialisées en art contemporain. On a fait appel à Pauline de la Grandière et Chiara Bianchi, et je leur passe la parole. Merci Barbara. Alors en effet, le 3 novembre 2021, Lucie Pierry, avec qui nous avons préparé cette présentation, qui est responsable de la restauration au musée de Strasbourg, a envoyé un email pour demander s'il était possible de préparer une étude préalable et un refixage d'urgence avant la fin de l'année. Donc, comme plusieurs d'entre nous, restaurateurs, le savaient, la fin de l'année est toujours un moment un peu compliqué. Difficile de trouver une semaine de déplacement entre novembre et mi-décembre. J'ai demandé à travailler en binôme avec Chiara Bianchi, qui était une jeune restauratrice, tout fraîchement diplômée de la Cambre, que je connaissais bien, puisqu'on avait eu l'occasion de se connaître à travers un de ses stages. Et son mémoire de fin d'études portait sur des techniques de nettoyage. Comme la problématique était un nettoyage de tâches complexes, j'ai trouvé que notre collaboration était une possibilité intéressante. Alors en décembre, donc on a fait une proposition, évidemment, une proposition qui faisait 11 pages, qui a été acceptée par la commission cette fois, et qui nous a permis d'envisager une première semaine sur place avec le refixage d'urgence et une étude en collaboration avec Epitopos, qui est un laboratoire d'analyse qui est à Strasbourg et qui a pu venir sur place faire les analyses en même temps que le constat d'état. En février, nous avons déposé notre étude et nos propositions qui ont été acceptées. Et en mars, on a pu faire les interventions avant donc l'ouverture de l'exposition qui était en avril. Ces délais très courts ne nous ont pas empêchés d'avoir une méthodologie robuste où l'histoire de l'art, les observations faites pendant le constat d'état et les analyses chimiques nous ont permis de mieux comprendre l'histoire matérielle. Et c'était la clé de notre proposition, puisque vous allez le voir ensuite, nous n'avons pas donc supprimé les tâches, comme on l'a déjà dit, mais on a juste atténué les aspects visuels. Alors revenons à l'œuvre que l'on présente un peu mieux maintenant. C'est une œuvre sur bois, un contreplaqué, qui est couvert d'une préparation blanche, qui est une préparation artisanale. Sur cette préparation, on voit ici en lumière rasante un peu mieux les reliefs, qui sont des reliefs importants. Vous voyez l'ombre portée par les boules qui sont en bois et qui sont apposées, vissées et collées. Il y a aussi des reliefs un peu plus plats en liège qui sont des petits cercles. Et la peinture a cet aspect gratté avec des traces de ponçage que vous voyez sur les images de détail, et des traces de ponçage qui passent sous les lignes de construction, qui sont bien partie intégrante du processus créatif. Ce processus créatif, il est finalement assez complexe. Il laisse la place visible aux dessins préparatoires qui sont des lignes de graphite et des reprises, ou plutôt des repentirs, qui sont faites par l'artiste, où elle déplace les boules qui sont vissées, par exemple ici, où elle déplace les collages des boules. Et ces collages laissent visibles les résidus de colle et différentes traces, ces différentes traces qu'on a appelées les tâches. Donc pour ces tâches, nous avions 3 hypothèses. S'agit-il de remonter de l'acidité du bois ou de la technique d'exécution, ou s'agit-il aussi d'adhésifs de refixage? Pour cette dernière question, est-ce qu'on est en présence d'une restauration un peu grossière? La première réponse était dans les archives. L'œuvre n'a pas été restaurée, n'avait pas été montrée, et donc elle n'a probablement pas été restaurée. Et dans les archives, on a la vision du catalogue de 72, dont on a augmenté les contrastes pour voir si on avait des tâches visibles en 72. Et ces tâches étaient bien visibles en 72. Donc, on n'avait évidemment pas de restauration entre 64 et 72, et depuis 72, pas montré, donc pas de restauration depuis. Les tâches étaient donc partie constitutive de l'œuvre et faisaient partie du processus de création. Et je vais laisser Chiara vous présenter un peu plus en avant ces tâches.
Donc, avant d'aborder davantage les tâches, continuons avec le processus créatif qu'initiait déjà Barbara avec la première phrase de présentation. Elle peint, Marcel Kahn peint le tableau et expérimente à la fois qu'elle le peint. Et donc, c'est ce qu'on retrouve avec ces images que vous voyez ici, où on perçoit les griffes et les traces du ponçage, auxquelles elle a recours de manière assez abondante et qu'elle emploie à la manière d'un gommage entre les différentes couches du fond blanc qui constitue le tableau. En effet, loin d'un seul fond pur, on est face à une esthétique puriste au niveau de la plasticité du tableau, mais c'est loin d'être le cas au niveau de la matérialité. Le fond, lui, est hétérogène. En fait, il est constitué de plusieurs couches blanches, toutes originales, qui ont toute la propriété d'être assez poreuses. Elles sont toutes blanches, mais en visible, on distingue quelques différences dans les tonalités. Au moins 3 blancs ont été distingués, avec un blanc numéro 1 qui a une tonalité plus écrue, le blanc numéro 2 qui a une tonalité plus violacée, et le blanc numéro 3 une tonalité plus blanchâtre, notamment. Et ceci était d'autant plus perceptible avec un outil très courant qu'on emploie, nous les restaurateurs, sous lampe UV dans l'atelier. Ces différences étaient déjà fort remarquables. Et grâce aux résultats des analyses menées par le laboratoire strasbourgeois Epitopos, on a pu avoir davantage d'informations sur les différences de composition que nous avons donc mis en lien avec les différences de comportement de la matière sous rayonnement ultraviolet. Et vous pouvez notifier notamment la présence dans les couches blanches de lithopones et d'aluminosilicate, parfois liées à la colle de peau, parfois liées à la caséine. Donc elle emploie 2 liants différents. Et la présence de gypse, notamment dans les couches qui, comme je le disais, sont de manière très caractéristique sous UV, présentent une fluorescence mauve. Ici, à gauche, un tableau synthèse des résultats du laboratoire, dans lesquels on apprend notamment... donc la méthode utilisée était l'IRTF, spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, qui nous a apporté donc des éléments sur la composition et aussi des informations sur les résidus de dégradation, la matière présentant la présence d'oxalate de calcium et de fer qui ont été attribués au processus de dégradation de la colle animale. À droite, vous avez un extrait des sources qu'on peut retrouver en ligne, des bases de données sur les différents comportements sous UV de la matière qui sont souvent utiles. Donc à ce stade, les tâches que nous appelons étaient de 2 types. Vous voyez ici 2 détails sous différentes lumières, en visible, en UV et en grossissement plus important. Donc les tâches numéro 1, on les a associées à des résidus de colle pure, animale, et on les a aussi associées au changement de place que fait Marcel Kahn avec les boules en bois et les pastilles en liège. Et les tâches numéro 2, on les appelle plutôt des reprises. En fait, elles ont la particularité d'être pigmentées, liées dans la colle animale. Et donc, ce sont des couches blanches qui ont une tonalité, comme je disais, un peu différente aussi des autres couches, et plus violacées. Et là aussi, vous avez 2 détails avec sous grossissement les craquelures visibles caractéristiques de la colle. Ici, les voir ensemble nous permet de bien distinguer leur morphologie très différente. Et nous permet donc du coup de les discerner, avec à gauche notamment l'aspect brunâtre de la colle, fort visible, résultat de son oxydation. Ici, encore une illustration pour montrer justement les différences de texture dont est composé le fond en fonction du liant utilisé. Et donc ici, pour résumer en image tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais retenir surtout le fait que le fond en fait, est constitué de plusieurs types de blancs et que le processus de gommage avec le papier ponce nous a permis d'émettre cette hypothèse autour du changement de composition et des reprises de l'artiste, et donc d'associer ces tâches à ce processus-là, et donc de les considérer à partir de là comme partie intégrante et trace matérielle de sa recherche. Il était donc question de les conserver et de chercher une méthode pour cela. Donc, comme vous le savez, techniquement, c'était plus facile à réaliser de les enlever, ces résidus de colle. Donc, ce qui était compliqué, c'était de les conserver, finalement. Et on a, du coup, réfléchi à une alternative
en s'inspirant des arts graphiques et en ayant recours à une technique de masquage en utilisant un papier japon qui était préalablement retouché, mis au ton, avec des pigments et de la cire microcristalline, et puis ensuite fixé sur la surface avec du Plexigum PQ611 à 10% dans du Shelsol D40. Ici, en image, encore l'illustration de ce traitement des taches. Je vais passer rapidement. Et un avant-après qui n'est pas forcément très parlant en image, mais qui l'est davantage quand on est face à l'œuvre. Ici, pour illustrer la problématique de la polychromie, avec la particularité, donc elle était très pulvérulente, elle avait besoin d'un traitement de refixage urgent, elle était très poreuse. Et là aussi, les papiers japon ont été très utiles pour en fait réaliser une incrustation dans les lacunes profondes, en plus de consolider les zones environnantes. Et l'adhésif de fixage employé était ici l'aquazole 200 à 10% dans de l'eau déminéralisée. Et vous voyez, donc dans l'image en bas à droite, la mise à niveau avec le papier japon incrusté. Ici, un avant-après du cadre. Et je laisse la parole à Pauline qui va conclure cette étude, ainsi qu'à Barbara, et partager avec vous quelques réflexions qui nous ont accompagnés tout au long. Merci. Alors oui, vous l'aurez compris, on a passé plus de temps à réfléchir qu'à intervenir sur l'œuvre, et cette meilleure compréhension de l'œuvre nous a permis de comprendre le processus créatif de Marcel Kahn et de comprendre que c'est le vieillissement différent des éléments constitutifs qui a créé cette présentation altérée. En restauration d'art contemporain, la prise en compte de l'intention initiale de l'artiste est primordiale. Et si on la comprend mal, on peut supprimer les traces historiques importantes et créer ce qu'on pourrait appeler un faux historique, et quelque chose dont on se méfie beaucoup, d'autant qu'on est les premiers restaurateurs à intervenir sur cette œuvre. Donc cela nous oblige. Cette compréhension a été possible ici grâce à une collaboration étroite avec la conservation, où les archives ont été au service de la restauration, et non l'inverse. Donc c'était assez agréable. Et je laisse Barbara conclure notre présentation. Oui, je voulais insister effectivement aussi sur ce que vient de dire Pauline, parce qu'il faut vraiment, je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment important, en tout cas pour l'art moderne et contemporain, qu'il y ait des liens aussi étroits entre conservation, restauration et documentation, parce que ça profite, il y a des vrais bénéfices à connaître, justement, à identifier et à mieux comprendre les intentions de l'artiste, ces intentions qui sont quand même au cœur de la création du XXe siècle. Évidemment, cette restauration, elle était aussi importante pour nous parce que, je ne l'ai pas précisé, mais le musée de Strasbourg possède le plus grand fonds de Marcel Kahn avec plus de 350 œuvres et ses archives personnelles. Et enfin, je voulais aussi remercier les organisateurs. On ne l'a pas encore fait, mais on le fait à 4 parce qu'en fait, au-delà du plaisir d'être dans ce beau musée, dans cette belle ville avec vous, en fait, la préparation de cette communication et la rédaction de l'article nous ont permis en fait de poursuivre nos réflexions et de constater que la conservation-restauration ne s'arrête pas en fait à l'étape de la restauration proprement dite. Voilà. D'autres questions sont apparues au cours de nos réflexions et voilà, on voulait vous remercier d'avoir suscité ces réflexions supplémentaires. Merci.